Nous sommes à Grenoble, la Cité des Territoires. Nous ouvrons le 3e colloque international des sciences du territoire. Ce colloque s'appelle En quête de territoire. C'est un événement double où on va essayer de mélanger harmonieusement les scientifiques qui font leur colloque et les praticiens du territoire. Et plus on aura de mélange, plus on aura réussi notre opération. Nous cherchons toujours à avoir ces contacts pour ne pas décoller de la réalité, c'est-à-dire faire avancer ensemble tout ce qui est la théorisation des sciences du territoire et puis ce que nous pouvons apprendre des acteurs, comment ils peuvent aussi nous susciter de nouvelles réflexions en fait, chez les chercheurs. Ce qui a changé fondamentalement depuis quelques décennies, c'est que d'autres formes d'imaginaire socio et politique de l'espace ont commencé à émerger, profitant de l'affaiblissement de ce modèle-là qui a petit à petit perdu son monopole. D'autres façons de penser l'espace au service de projets collectifs, de la construction notamment d'identités collectives, ont pu émerger et ont pu entrer soit en concurrence, soit en complémentarité avec cette figure-là de la territorialité stateux-nationale historique, moderne. Il faut que également les personnes qui décident de financer, d'aider à ce genre d'équipement, à déménagement du territoire, eux-mêmes soient assez subtils et soient formés à la complexité des sociétés du Proche-Orient. Donc les petits déjeuners acteurs-chercheurs, c'est sur des sujets à enjeu, d'avoir 2 heures de débat, de confronter un point de vue entre chercheurs et décideurs pour faire émerger un certain nombre de pistes d'action. Trois certitudes sur ce sujet de l'agilité territoriale. Une appréhension différente des modèles de développement territorial et des moteurs de ce développement. Deuxième chose, on est bien dans des logiques de dépasser toutes nos limites administratives, institutionnelles existantes, et que de fait, ça appelle la troisième posture, c'est des nouveaux modes d'administration territoriale et de gouvernement. L'agilité territoriale, selon nous, ça peut s'appréhender en termes d'analyse de ces interdépendances entre territoires. L'agilité territoriale, elle se pose également en termes de gouvernance. On se permet, dans ce couple région-métropole, d'essayer de voir ce que sous-entendrait l'agilité territoriale à chacune de ces échelles. Si on élargit la focale, on a notre métropole que vous voyez ici au sein de son périmètre de Scott. Faire métropole à cette échelle-là, ça pose déjà des questions. Et puis faire métropole à l'échelle régionale, dans un contexte où tout est réinventé perpétuellement. C'est que la métropole a pris le principe de dire je ne suis pas obligatoire moi chef de file, je peux aussi avoir un collègue DG qui est chef du file d'une question. C'est extrêmement riche parce que dans le cadre de la CLECT, si on a pu régler la question de la voirie, c'est grâce à ça. C'est qu'effectivement c'était un groupe de DG techniques en accompagnement d'un groupe d'élus qui ont travaillé sur ces questions et qui ont réussi à peser les choses. C'est atteindre le consensus pour pouvoir avancer ensemble. On a des comités d'usagers qui viennent secouer le service public dans sa composante et ça c'est extrêmement riche. Et à côté de ça on a d'autres outils, des panels où on va interroger des acteurs, des habitants pour dire mais donnez-nous des éléments de proposition et ça nous renvoie sur à la fois le service rendu et à la fois sur nos propres politiques. Il faut avoir en tête 3 espaces pour comprendre la structuration intercommunale de l'Île-de-France telle qu'elle est en train de se faire en ce moment même. Vous avez donc au cœur la métropole du Grand Paris, ici en vert foncé. Vous avez ici 4 grands champs de compétences qui sont ceux de la métropole du Grand Paris à terme, l'aménagement et l'urbanisme, l'habitat et le logement, le développement économique et l'environnement. On est sur quelque chose de très progressif, c'est-à-dire la loi dit en matière d'aménagement et d'urbanisme, la métropole ne pourra commencer à réfléchir à ses compétences, en tout cas à commencer à les exercer qu'à partir du 1er janvier 2017. On continue à gérer à peu près dans les conditions antérieures jusqu'à ce que la métropole ait soit défini son intérêt métropolitain, soit pris ses compétences. Une des particularités de la situation de la métropole du Grand Paris, elle est issue d'une construction intercommunale qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs dans le pays. On avait encore, dans les départements de Petite Couronne, beaucoup de communes isolées qui ne faisaient pas partie de l'intercommunalité politique. Il n'y a pas de modèle métropolitain qui s'est imposé. Et le modèle auquel on est parvenu a 2 niveaux d'intercommunalité, avec personnalité juridique et capacité à prélever l'impôt. Et puis une métropole qui fédère donc ces 131 communes. Dans le conseil métropolitain, qui est constitué de 209 élus, sur les 131 maires, 128 communes ont décidé d'envoyer comme représentants à la métropole leur maire.
Néanmoins, il me semble qu'on a des problématiques de réduction des disparités territoriales. Donc c'est bien par le projet politique et par la mise en place de politiques publiques qu'on va pouvoir atténuer cette disparité. La première vérité, c'est que le fait métropolitain est une réalité. Cette insertion du local dans la mondialisation offre deux types de faits métropolitains. D'une part, une métropole mondialisée qui n'a pas de rapport avec son territoire. Et puis vous avez une autre manière plus inscrite sur le territoire de ces métropoles, une manière où la métropole tente de relier ce qui est fragmenté, explosé. Deuxième vérité, c'est que la métropole n'est pas une catégorie. Il n'y a pas d'unité juridique institutionnelle. On s'en sort par l'avènement de la convention, l'avènement du contrat. La question démocratique n'a jamais été aussi prégnante et délaissée. Deuxième élément, c'est que la question sociale est une question qui n'est pas réglée. C'est-à-dire qu'après l'ouvrage de Gravier qui disait Paris et le désert français, c'est aujourd'hui la métropole et le désert régional. Comment faire pour que la métropole devienne réellement le siège d'une nouvelle démocratie? Le droit, même s'il est complexe, n'est pas bloquant. Je suis venu ici parce que moi ce qui me travaille c'est toutes les questions de cohérence territoriale. On parle ici beaucoup de gouvernance, des métropoles, de proximité aussi, de démocratie locale. Comment on arrive à travailler ensemble avec un même cap pour guider l'aménagement durable de nos territoires. Quel est le point essentiel que vous retenez ? Ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas les seuls à vivre ces bouleversements, voir que la question institutionnelle n'est pas suffisante et qu'en fait, on doit trouver des organisations qui dépassent l'organisation de nos institutions. Il faut qu'on invente nos nouvelles gouvernances, nos nouvelles façons d'agir et aussi une nouvelle relation démocratique avec la population. Et ça va être un enjeu majeur. Donc le mot d'ordre, ça va être expérimentation, c'est ça ? On expérimente tous les jours, pas toujours avec filet, c'est pas grave. Il faudra être un peu agile parfois pour retomber sur ses pattes. Il y a des grandes métropoles puissantes qui émergent ou des systèmes métropolitains, mais une partie du développement urbain va aussi se faire dans des territoires de villes moyennes ou des territoires non structurés par des métropoles. Comment on fait l'accueil de ce développement urbain ? Une autre grande question qui émerge, c'est la question du droit à la ville. Des droits à avoir un logement, des services, mais aussi des droits de pouvoir participer, contribuer. On sent bien qu'indépendamment des schémas descendants, se mettent en place des systèmes d'innovation, d'expérimentation, et on croit beaucoup aussi à la notion de travail en réseau, notamment entre les acteurs de l'ingénierie, mais aussi l'ouverture à toutes les autres parties prenantes, entreprises et représentants des acteurs individuels. Je pense qu'il y a une logique de co-construction où on se nourrit chacun les acteurs font des expérimentations, on vient les étudier et en même temps on peut venir les aider dans ces expérimentations en développant d'autres cas d'études qu'on a pu observer au préalable. Pour répondre à toute une série d'enjeux sociétaux, la réflexion propre des sciences humaines et sociales et leur réflexion en lien avec les autres disciplines scientifiques sont absolument fondamentales. Il faut que l'université puisse servir assez directement à l'amélioration du bien-être, je dirais, et de la rationalité sociale, économique, culturelle du territoire, en lien bien sûr avec les partenaires. J'aimerais bien savoir ce que le CIST peut apporter au nouvel aménagement du territoire, tel qu'il est en train de se dessiner. Les collectivités territoriales, leurs élus, leurs administrations ont à gérer la complexité du monde. Et qui mieux que les universitaires de France et d'Europe peuvent nous aider à décrypter ce monde qui est en train de se construire pour inscrire l'action publique des collectivités territoriales dans leur choix avec une recherche d'efficacité de l'action publique dans une démarche participative d'une démocratie impliquante. Je crois beaucoup dans les vertus d'un rapprochement entre le monde universitaire et les collectivités territoriales, leurs élus, mais aussi leurs administrations.